Bonjour et bienvenue dans cette émission Eneco Answers. Dans cette session, nous allons tenter de répondre à vos questions concernant l'énergie durable. Mon nom est Valérie Thès et nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité. Vous le savez peut-être, mais en ce moment, il n'y a qu'une seule centrale nucléaire disponible. Cela voudrait dire que cet hiver, nous allons consommer plus d'énergie que nous allons en produire. Nous allons parler de tout cela avec mes deux invités, Christophe Gallimond et Ludovic Platbrodt. Messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Ludovic. Qui êtes-vous et que faites-vous chez Eneco? Donc, je suis responsable des achats journaliers d'électricité. Ça veut dire que, à l'horizon d'une semaine, je regarde un peu, j'estime quelle va être la consommation de nos clients et je m'assure qu'on a acheté suffisamment d'électricité sur les différents marchés que pour pouvoir les fournir. Bonjour Christophe, que faites-vous chez Eneco? Je suis responsable du service juridique et je m'occupe du cadre régulatoire dans le secteur de l'énergie. Alors Christophe, avant de commencer, quel est le problème? Le problème, c'est que 6 centrales des 7 centrales nucléaires sont indisponibles à ce jour. La moitié de l'énergie produite en Belgique provient de ces centrales nucléaires. Donc, c'est clair que quand 6 centrales sont indisponibles, ça pose un grand problème pour notre approvisionnement électrique. Alors Ludovic, est-ce que nos pays voisins pourraient nous aider? Alors, il y a déjà eu des annonces dans la presse à ce sujet-là. Effectivement, le gouvernement et Elia ont pris des dispositions pour pouvoir tirer profit au maximum de ce que les pays voisins pourraient nous offrir en termes d'énergie supplémentaire. Notamment, Elia va optimiser ses interconnexions avec les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, pour acheminer vers la Belgique un maximum d'énergie qui serait disponible dans ces pays-là. Il y a naturellement aussi une très grande responsabilité du gouvernement, des gouvernements et aussi des instances publiques. Oui, parce qu'ici on parle de délester des gens, donc vraiment de mettre, disons, des gens dans le noir. C'est pas un processus qui est juste dans les mains d'Elia, le transporteur fédéral, c'est ou des fournisseurs d'ailleurs. C'est un processus qui va dépendre de la décision du SPF Économie et du cabinet de la ministre de l'Énergie. Ça veut dire que Elia va quelque part analyser la situation, détecter les risques de pénurie et s'en référer alors aux autorités fédérales pour prendre une décision si risque de pénurie effectivement il y a. Alors, quand est-ce que ce plan de délestage pourrait être activé? Alors ici, on parle essentiellement de la période hivernale électrique, c'est-à-dire la période qui va du 1er novembre de cette année jusqu'au 31 mars de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que typiquement, juste après le changement d'heure, au passage à l'heure d'hiver, on est dans la période où il va faire le plus froid, où la demande en électricité va être la plus importante. Les journées vont être plus courtes aussi, donc la nuit va tomber plus tôt. Donc la demande en électricité va augmenter. Et s'il faut être plus spécifique, la zone la plus critique, la période de temps la plus critique, c'est vraiment entre 17h et 20h, l'heure de pointe du soir en termes de consommation électrique, où on n'aura plus la lumière du jour pour alimenter les sources photovoltaïques et où on sera face à la plus grande partie de la demande au sein de la journée. Alors messieurs, nous avons posé la question sur Facebook, il y a eu beaucoup de réponses, alors les gens se sentent très concernés. Deux questions pour commencer qui sont quand même assez pertinentes. Est-ce que c'est un coût médiatique? Car chaque année, au début de l'hiver, on pose cette question et on dit qu'il y aura un plan de délestage. Oui, la question est pertinente parce que c'est vrai que depuis 2014, on nous parle d'éventuels plans de délestage, on nous parle de réserves stratégiques, etc. Alors, ce qui change cette année, comme Christophe l'a dit, d'abord, pour des raisons qui n'étaient pas prévues, le planning de disponibilité des centrales nucléaires a changé alors qu'Elia avait déjà émis ses recommandations quant à l'hiver. Suite à ces recommandations, donc les premières que Elia a émises, il a été décidé de ne pas constituer ce qu'on appelle la réserve stratégique, c'est-à-dire une réserve de puissance qui vient d'autres sources que le nucléaire, dans laquelle on va puiser quand il y a un risque effectif de pénurie. Cette réserve n'existe pas pour cet hiver-ci. Le planning, comme vous l'avez dit, de maintenance a changé, le planning de disponibilité a changé, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où actuellement, il n'y a qu'un seul de ces 7 réacteurs qui est en train de tourner. Et donc ça, c'est tout à fait en dehors de ce que Elia avait prévu pour cet hiver. Et donc on est dans une situation un petit peu inédite où, oui, le risque effectivement de délestage a augmenté parce qu'on a vraiment à la conjonction de deux mauvais éléments, je dirais. Alors Christophe, doit-on payer si on n'est pas approvisionné?
Non, bien heureusement, le consommateur paye selon le volume consommé. Donc, au moment qu'on sera délesté, à ce moment précis-là, le consommateur ne payera pas. Comment chauffer sa maison si on chauffe avec l'électricité ? Ça, par contre, c'est un grand problème, et pas seulement pour les consommateurs qui ont un chauffage électrique, mais aussi pour ceux qui chauffent au gaz, par exemple. Les machines modernes au gaz sont aussi raccordées au système, au réseau électrique, et donc pas d'électricité, et les condensateurs au gaz ne marcheront pas non plus. Alors, tout le monde est affecté par ce plan de délestage, même les gens qui consomment de l'énergie et de l'électricité verte. Oui, il y a la réalité de ce qu'on a signé en termes de contrat avec son fournisseur. Donc un contrat vert, ça signifie que le fournisseur s'engage à délivrer de l'électricité qui vient de sources renouvelables, vertes, donc le photovoltaïque, l'éolien principalement. Mais ça, c'est la réalité à la fin de l'histoire, je dirais, au moment où on reçoit sa facture. Maintenant, au moment où l'électricité est effectivement consommée, on a une autre problématique qui est la réalité de la puissance à travers le réseau électrique. En fait, on peut voir le réseau électrique comme une sorte de pot commun sur lequel toutes les énergies viennent se greffer, et donc aussi bien le nucléaire que le gaz que l'éolien se mettent sur le réseau électrique, et puis le réseau ne fait pas de différence d'un consommateur à l'autre, entre celui qui a un contrat vert et celui qui n'en a pas. Il délivre la puissance qui lui a été donnée. Donc, quelque part, ce n'est pas que il y a une ligne directe qui va d'une de nos éoliennes à l'un de nos clients pour pouvoir lui fournir en tout temps de l'énergie verte. C'est malheureusement le pot commun du réseau électrique qui, ici, fait l'objet du plan de délestage. Alors, ne peut-on pas réduire la consommation d'électricité, alors ? Je dirais que c'est une règle de bonne pratique générale. Il y a déjà eu pas mal de campagnes de sensibilisation les années précédentes. Et puis, on a vu aussi qu'on a soutenu d'autres modes, des consommations plus responsables. On a demandé, par exemple, de se passer des ampoules à incandescence vers des ampoules fluorescentes ou LED. Changer régulièrement son électroménager, parce que l'électroménager devient de plus en plus performant et de moins en moins gourmand en énergie. Donc, ce n'est pas la situation actuelle qui doit justifier ça, mais c'est une règle, disons, de bonne pratique. Ouais. D'une part, on parle de plan de délestage. D'autre part, il y a la hausse des prix. Comment expliquer ça aux consommateurs ? Je dirais que c'est la simple loi de l'offre et de la demande. On est dans une situation où la donne a changé en termes de production. On a moins de production que ce qui était prévu, donc l'offre d'énergie diminue. On arrive dans les mois d'hiver où la consommation d'électricité va augmenter, moins de soleil pendant la journée, plus froid, plus d'appareils à faire tourner sur l'électricité. Et donc voilà, la résultante, c'est que la demande augmente, l'offre baisse, les prix augmentent et suivent le courant. C'est quelque chose que depuis l'annonce du nouveau, je veux dire, planning celui qui a été annoncé mi-septembre, on voit sur les marchés de l'électricité. Est-ce que l'utilisateur final va être impacté, c'est-à-dire sur sa facture d'électricité ? Oui et non. Évidemment, ça va avoir des répercussions. Maintenant, la portion, ce que coûte effectivement l'électricité, au fond, ça ne représente qu'environ un tiers de la facture. Donc, ce n'est pas que du jour au lendemain, à cause des prix très élevés cet hiver, la facture va passer du simple au double, juste à cause de ce phénomène-là. Il ne faut pas oublier que à côté de ce tiers qui représente les électrons, la puissance en tant que telle, il y a aussi environ 70% de la facture qui sont des taxes, les frais de transport, les frais de distribution. Je crois que récemment, il y a une nouvelle taxe qui est sortie sur les émissions de CO2. Alors, peut-on se préparer en tant que consommateur, changer de contrat ou autre ? C'est à nouveau une question très pertinente, mais la réponse n'est pas aussi simple que ça, dans le sens que, en gros, vous avez deux sortes de contrats. Vous avez les contrats avec un tarif fixe, et d'un autre côté, les tarifs variables. Ceux qui ont aujourd'hui un tarif fixe et qui ont conclu leur contrat il y a quelques semaines, il y a quelques mois, seront plutôt tranquilles, vu que les prix étaient tout à fait raisonnables à ce moment-là, et ils continueront encore sur ce niveau d'être facturés. Donc ils ont pas besoin, je pense, de se faire un souci. Les clients avec un produit variable, par contre, ils auront une différence de prix qui sera légèrement à la hausse, vu que les prix de gros sont en train de monter. Maintenant, est-ce qu'il faut changer aujourd'hui ? Je pense que personnellement, c'est
pas tout à fait une bonne idée, vu que si on va vers un produit fixe, il sera fixé beaucoup plus haut que ce qu'on a connu il y a quelques mois, comme je viens d'expliquer. Donc voilà, il faut un peu voir quel goût du risque on a pour avoir un produit variable et être dépendant des fluctuations du marché. Et si on veut un produit fixe, je pense qu'il vaut mieux attendre que les prix sont nouveau à un niveau raisonnable et que ce n'est pas le moment idéal aujourd'hui pour changer. Avant que ce plan de délestage soit mis en vigueur, est-ce qu'il y a encore des options pour éviter de le mettre en vigueur? Bien, il faut voir le plan de délestage comme un ultime recours. C'est vraiment la mesure qu'on va mettre en place si on a épuisé toutes les autres ressources. Alors ça veut dire quoi? Techniquement, Elia a mis déjà à disposition du public un site internet et une application smartphone sur laquelle, une semaine à l'avance, on va pouvoir évaluer, ils donnent leur évaluation des journées à venir et d'un risque potentiel de pénurie, donc des journées qui seraient critiques. Donc, 7 jours à l'avance, on aura déjà des informations concernant un potentiel risque pour certaines journées. Ce qui va se passer à partir de là, c'est qu'il y aura sans doute des campagnes de sensibilisation pour dire tel jour, et de manière générale, essayez de faire attention à votre consommation d'électricité. Ça veut dire quoi? Attendez un peu avant de faire à manger. Ne lancez pas vos lessives, tout le monde en même temps, dès que vous rentrez à la maison. C'est le genre de choses auxquelles on pourra faire face. Elia va continuer à analyser la situation pour les jours qui viennent et donc va confirmer ou infirmer le risque de pénurie. Si le risque de pénurie se confirme, il y aura éventuellement des mesures de plus haut niveau qui seront prises. Ça veut dire, on a entendu parler d'éteindre l'éclairage public, on a entendu parler de ne plus faire rouler les trains. C'est effectivement des mesures qui pourraient être d'application, qui sont déjà des mesures assez lourdes en termes citoyens, mais c'est éventuellement possible. Et si vraiment le risque est confirmé, alors on commencera à parler de plan de délestage et environ une douzaine d'heures à l'avance, on sera averti d'un possible délestage. Mais il faut garder à l'esprit que le délestage, c'est vraiment si on a épuisé toutes les autres ressources. Alors, comment la population sera-t-elle mise au courant? Donc, comme je l'ai dit, Elia a mis à disposition un site internet sur lequel ils vont, une semaine à l'avance, faire une évaluation des jours qui arrivent et détecter les éventuels risques de pénurie. Donc, si 7 jours à l'avance, il y a un risque de pénurie qui est identifié, alors on commencera à mettre en place des campagnes de sensibilisation, probablement au niveau national, et demander aux gens, tant que faire se peut, ces jours-là, de décaler leur consommation d'énergie. Ne pas lancer les lessives dès qu'on rentre à la maison, peut-être étendre le repas sur une plus longue période ou en dehors de ces heures-là. La situation va être observée de jour en jour et il pourrait y avoir, soit elle sera infirmée, soit elle sera confirmée. Si la situation se confirme, alors il pourrait y avoir des mesures de plus grand niveau qui vont être prises. C'est-à-dire, on parle d'éteindre l'éclairage public, on parle de ne plus faire circuler les trains, c'est des choses qui pourraient arriver. Et en tant que tel, le délestage ne sera vraiment utilisé qu'en dernier recours, si vraiment il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc là, le délestage sera environ confirmé une douzaine d'heures à l'avance. Mais il faut garder à l'esprit que c'est vraiment une mesure de dernier recours. D'autres mesures auront été mises en place. On aura optimisé les interconnexions avec les pays voisins. On aura tiré le maximum de ce qu'on peut tirer du réseau électrique. Alors combien de temps ce délestage va-t-il durer ? En gros, c'est calibré sur la pointe de consommation du soir. Donc on parle ici de 1 à 3 heures, typiquement entre 17h et 20h. Alors Mireille nous pose la question, le pays est divisé en différentes zones. Comment ces zones ont-elles été établies ? Alors il faut voir que ce n'est pas une division géographique, ce n'est pas qu'on va délester province par province, il faut voir ça plutôt au niveau, ce sont des zones électriques. Chaque zone représente une consommation d'environ 500 à 750 MW, donc c'est un demi-réacteur nucléaire, s'il faut donner un ordre de grandeur. Et ça va être plus ou moins équitablement réparti sur l'ensemble du pays. Donc d'une zone à l'autre, ça pourrait changer, mais grosso modo l'idée, c'est de soulager vraiment le réseau électrique de manière générale et pas dans certaines régions spécifiques. Est-ce que tout le monde sera affecté, tous les utilisateurs, ou y a-t-il aussi des utilisateurs prioritaires ? Alors il y a effectivement des utilisateurs qui sont considérés comme prioritaires. On pense essentiellement aux hôpitaux
qui doivent fonctionner 24 heures sur 24. Alors, ce qui va se passer techniquement pour eux, c'est qu'ils seront pendant un très court laps de temps déconnectés du réseau très haute tension. Mais ils pourront compter sur leur générateur de secours pour continuer à fonctionner normalement, le temps que les gestionnaires de réseau de distribution mettent en place manuellement les mesures de délestage, c'est-à-dire enlever du réseau les portions qui sont très consommatrices. Et une fois que ça c'est prêt, le message est envoyé alors au transporteur national Elia qui va remettre sous tension les parties du réseau et les hôpitaux vont donc pouvoir se reconnecter sur le réseau électrique normalement. Et donc voilà, il y aura une continuité du service pour ces utilisateurs dits prioritaires. Alors, un exemple très spécifique, une personne est malade à domicile, elle a besoin d'électricité pour ses soins médicaux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, donc là, on conseille quand même à ces personnes certainement de bien suivre non seulement les applications et les sites web dont Ludovic a parlé, mais je pense aussi dans les médias, il y aura pas mal de communication par rapport au jour et au moment exact d'un éventuel délestage. Donc, premièrement, bien suivre l'information qui est disponible. Et en deuxième temps, je pense qu'il serait utile de prendre contact avec son hôpital ou là où on se fait soigner pour voir si justement eux ils seront épargnés de ce délestage et voir si on peut avoir ces soins qui ont besoin d'un courant électrique sur place dans l'hôpital où ils pourront aller plutôt de le faire chez eux à la maison. Alors le délestage sera total, plus rien ne fonctionne. Non, quasiment plus rien. C'est certain, il y a plusieurs appareils de nos jours qui ont des batteries et qui pourront rester utiles pendant quelques heures, mais tout ce qui est électrique, la lumière bien sûr, mais aussi bien le chauffage, on en a parlé, le chauffage à gaz aussi qui a besoin d'un courant électrique ne marchera plus pendant quelques heures, ça c'est certain, oui. Qu'est-ce qui est des services de secours 112, ça marchera ? En principe, tout est prévu pour que tous les services de secours restent atteignables. Bien sûr, il faudra voir au moment même, hein, on ne l'a jamais vécu en Belgique, donc il reste quand même à voir si tous les postes restent atteignables. Mais normalement, le 112, les services d'urgence, devraient rester disponibles. Alors, tout le monde ne sera pas à la maison vers 17h. Il y aura des gens qui seront toujours en cours de route. Donc, le trafic est affecté, les passages à niveau, les feux, la signalisation. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bien, le mot d'ordre ici, c'est la sécurité avant tout. Donc effectivement, les mesures qui sont possibles, c'est de couper l'éclairage public, d'empêcher la circulation des trains. Pourquoi la circulation des trains ? Notamment parce que certaines de ces tranches peuvent affecter la signalisation ou l'ouverture des passages à niveau. Donc techniquement, les trains pourraient toujours rouler, ils seront toujours alimentés en courant, mais pour des raisons évidentes de sécurité, la SNCB et Infrabel ne vont pas autoriser la circulation de ces trains. Normalement, ce sont des mesures qui auront été prises à l'avance. Alors l'éclairage public, c'est un peu la même chose. Au fond, si tout le pays est dans le noir, le risque qu'il y ait des collisions en chaîne sur les autoroutes est accru. Donc c'est pas le but de mettre tout le pays dans le noir. Et donc voilà, le mot d'ordre, c'est vraiment la sécurité avant tout. Les gens seront prévenus et normalement ils seront prévenus aussi pour ce qui touche les trains suffisamment à l'avance. Alors les personnes qui ont des panneaux photovoltaïques, sont-ils concernés ? Malheureusement, ils sont concernés comme tous les autres utilisateurs. En toute généralité, l'onduleur, donc l'équipement qui transforme le courant continu des panneaux photovoltaïques en courant alternatif utilisable à l'intérieur de la maison, a besoin d'un peu d'électricité pour pouvoir fonctionner. Et donc si délestage il y a, l'onduleur ne fonctionne pas, et donc, il n'est pas capable d'assurer la conversion du courant continu vers le courant alternatif. Donc, on ne profite pas de ces panneaux photovoltaïques. Maintenant, il faut rester relatif vis-à-vis de ça. On parle du délestage de 17h à 20h pendant la période hivernale, typiquement à un moment de l'année où il n'y a plus de soleil de toute façon et où on ne profite quand même pas du photovoltaïque et où l'on est dépendant du réseau électrique pour sa consommation d'électricité. Alors, Ruth nous pose la question, faut-il acheter une batterie indépendante à domicile ou un générateur ?
Écoutez, je pense qu'il faut bien voir sa propre situation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Parce que c'est quand même un investissement important. Oui, il y a certaines personnes ou certaines organisations qui ont tout intérêt à avoir ce genre de disposition qui est tout à fait disponible sur le marché. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. Bien sûr, il faudra prévoir des adaptations spécifiques par rapport à son système d'électricité en interne à sa maison. Mais il faut voir si on a vraiment besoin. Je ne pense pas que pour 2-3 heures où il y aura un délestage possible, il faut déjà prévoir ce genre de mesures qui sont quand même assez onéreuses. Alors Christophe, pour rappel, où est-ce que les gens peuvent trouver, dans quelle zone leur rue se trouve? Oui, les GRD ont prévu sur leur site web une application assez facile à utiliser. Justement, on remplit son adresse et on a tout de suite le résultat pour voir si oui ou non on est dans une zone, dans quelle zone on est et si oui ou non on est dans une zone concernée. Alors, j'ai été délesté, je suis fâché, ai-je droit à une indemnisation? C'est une bonne question et qui est tout à fait juste en plus, mais en ce qui concerne la législation, il a été prévu qu'on serait seulement dédommagé pour une interruption du courant qui est imprévue pendant au moins une minimum d'heures. En Flandre, on parle de 4 heures, en Wallonie de 6 heures. Là, en l'occurrence, on sera averti. Hein. Il y aura normalement pas de surprise en dernière minute. Hein. Comme Ludovic l'a expliqué, ça vient déjà, on annonce plusieurs jours à l'avance, etc., que ça va venir. Donc, je pense pas que les GRD seront prêts à compenser ceux qui ont été lésés par cette coupure. Alors, que faire quand le courant est de retour? Alors, je dirais la première chose, quand on a effectivement été délesté, c'est éventuellement de débrancher tous les appareils gourmands en électricité. Ils auront été brutalement déconnectés du réseau électrique et puis ils vont revenir brutalement ils vont être brutalement reconnectés au réseau électrique. Donc, ne fût-ce que pour éviter de les endommager, la bonne mesure, c'est de les débrancher. Je pense essentiellement aux télévisions, aux ordinateurs, les frigos. Les chaudières sont souvent équipées de systèmes qui permettent de se mettre en sécurité quand un tel cas de figure se produit. La deuxième raison, qui est plus d'ordre citoyen, c'est de dire toute cette énergie qui a été coupée du réseau va revenir en une seule fois et donc au fond risque de reposer problème alors qu'on se pensait finalement sorti du délestage. Donc c'est peut-être mieux d'y aller graduellement et de petit à petit réallumer ces appareils lorsqu'on est sorti d'affaires. Alors messieurs, dernière question, avez-vous encore un conseil pratique pour les consommateurs? Écoutez, on aimerait juste répéter que donc être économe avec son énergie, c'est très important, avec l'électricité, mais aussi bien avec le gaz, et non seulement pour éviter une pénurie de ce genre, mais en général pour avoir sa facture d'électricité et de gaz sous contrôle. Je pense qu'il y a encore beaucoup à gagner sur ce point-là en Belgique et que beaucoup de consommateurs pourraient faire un avantage certain s'ils font attention à leur consommation quotidienne. Messieurs, merci pour ces explications très claires. Si vous avez encore des questions, vous pouvez consulter notre page Facebook et notre site web. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Eneco.